de retour dans l'Africaine Maison. Notre plateau est toujours au complet. Avec nous, Jemal Taleb, Samuel Gambok et Malik Acher. Le gouvernement ivoirien vient de mettre sur pied un programme d'aide à l'emploi des jeunes. Il s'agit d'une initiative de la BAD, la Banque africaine de développement, et qui vise à inclure ces jeunes dans une filière d'avenir, une filière en pleine expansion. Manifestement, il s'agit de l'agrobusiness. Victoria Sechi. La promotion de l'emploi des jeunes au cœur des préoccupations du gouvernement ivoirien. En effet, pour réduire le taux de chômage des jeunes diplômés, le gouvernement vient d'intégrer le programme Enable Youth au sein de son dispositif d'aide à l'emploi. Initié par la Banque africaine de développement, le programme vise à développer le secteur agricole en Afrique à travers la formation et le suivi des jeunes diplômés porteurs de projets durables et générateurs de revenus, et ce, en encourageant fortement leur inclusion dans l'agrobusiness. Nous pensons que c'est véritablement une nouvelle approche pertinente qui permet de valoriser le secteur agricole, mais surtout donner une énorme possibilité d'insertion aux jeunes ivoiriens qui verront dans cette démarche une nouvelle approche pour faire du business en Côte d'Ivoire. Le programme prend en compte les activités agricoles à court ou long terme. Destiné aux jeunes diplômés retenus par sélection, il met l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine de l'agriculture afin d'accroître non seulement les rendements du secteur, une meilleure productivité, le développement de compétences, l'innovation, mais aussi l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement entend exploiter le programme dans le domaine de la transformation cacaoyère afin de favoriser sa contribution à plus de 50% de taux de transformation au cours des prochaines années. Nous allons sélectionner des jeunes diplômés et les mettre dans des centres d'incubation où ils seront formés tout au long de la chaîne de valeur agricole. Et nous allons aussi leur donner un soutien. Le gouvernement ivoirien se dit satisfait du programme qui vient soutenir les efforts faits en matière de réduction du chômage des jeunes qui représentent plus de 70% de la population. Rappelons que le secteur agricole représente 22% du PIB du pays et plus de 50% des recettes d'exportation. La mise en place de ce programme contribuera à dynamiser le secteur avec une particularité, la promotion de l'agro-entrepreneuriat, fer de lance de l'émergence à l'horizon 2020. Samuel, l'agrobusiness, l'agro-entrepreneuriat, filière d'avenir pour le continent et sa jeunesse en mal d'emploi? Je pense que contrairement à beaucoup d'observateurs, je pense que c'est un des leviers les plus importants pour l'avenir du continent. Il y a matière à investir dans ce secteur parce qu'il y a des besoins énormes. Les besoins sont d'abord liés à la croissance de la population qui développe plus de besoins alimentaires. Donc il va falloir nécessairement développer les secteurs de ce genre. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il ne suffit pas simplement de mettre en place des centres d'incubation pour aider à former des jeunes un peu partout sur le territoire. C'est déjà une très très bonne chose. Simplement, il va falloir aussi il faudra donner les moyens d'accompagnement. Les moyens d'accompagnement, c'est quoi? C'est que ceux qui sont dans des localités qui sont complètement enclavées, il faut que ces localités soient désenclavées. Il faut que le jeune qui a bénéficié de cette formation et qui a une entreprise dans le secteur puisse à la fin de la production, vendre ses produits. S'il ne peut pas le faire, je pense que c'est une assistance qui restera sans aucun impact décisif sur l'avenir du continent. Malik, selon le directeur du département de l'agriculture et de l'agro-industrie de la BAD, l'âge moyen de l'agriculteur est de 60 ans sur le continent. Un rajeunissement du secteur apparaît plus qu'urgent. Oui, il y a un véritable problème générationnel, et vous venez de citer ce chiffre. Difficile d'attirer les jeunes vers l'agriculture, même si on parle de l'agrobusiness, même si j'aime pas trop ce terme, parce que l'agrobusiness, si on doit faire de l'agrobusiness sur le continent africain, il ne faut pas rééditer certaines dérives qui ont été faites aux États-Unis ou sur le continent européen. Agrobusiness dit culture intensive, dit utilisation de certains intrants, donc il y a plusieurs paramètres à mettre en évidence. Le continent africain est particulier. Samuel a raison de dire, finalement, on peut développer ce secteur, on peut inciter les jeunes, mais il faut de la viabilisation des terrains. Si nous savons que les potentiels agricoles sont souvent reculés, sont souvent à la périphérie des villes. Et beaucoup aimeraient justement fructifier leur terrain, produire davantage, mais il faudrait dès lors avoir une véritable politique pour permettre à ces parcelles d'être désenclavées, de procéder à la mécanisation pour permettre à ces agriculteurs d'en vivre.
Oui, Gémal, parce que quand on regarde l'exode rural des jeunes, il apparaît difficile de les faire converger vers le secteur agricole. J'ai du mal à penser qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes aient du mal à converger vers l'agriculture. J'ai vraiment du mal à accepter cette idée. Nous ne sommes pas en Europe. En Europe, il est évident que la population est vieille, elle est vieillissante. L'agriculture est en perte de vitesse et donc le schéma du développement agricole des années 60-70 n'a plus de sens aujourd'hui. On avait, je crois, en France 4 millions d'agriculteurs dans les années 60, on a moins de 4% aujourd'hui de la force active. La Côte d'Ivoire a une situation différente. C'est le premier pays africain agricole ou le deuxième. C'est le deuxième pays au mondial exportateur de cacao. Il n'y a aucune raison que les jeunes de ce pays ne se tournent pas vers l'agriculture. Je suis étonné que l'initiative vienne plutôt de la Banque africaine de développement et pas du gouvernement ivoirien lui-même. Pardon. C'est un pays où 70% de la population est jeune. Si on n'est pas capable de leur donner des projets d'avenir, si on n'est pas capable d'utiliser un peu plus l'arme de la fiscalité vers des investissements dans le domaine où le pays excelle absolument, qu'est l'agriculture, j'ai du mal à le concevoir et à l'imaginer. Rabat au Maroc abrite jusqu'au 12 juillet, jusqu'à demain, la conférence internationale sur l'eau et le climat, une rencontre préparatoire en vue de la COP22 que le royaume chérifien accueillera du 7 au 18 novembre. Ce sera à Marrakech, chez Gladys Mwamba. La sécurité hydrique pour une justice climatique. C'est le thème de la conférence internationale sur l'eau et le climat qui se tient les 11 et 12 juillet 2016 à Rabat, au Maroc. Une rencontre organisée par le ministère marocain délégué chargé de l'eau, en partenariat avec le ministère de l'Environnement français et le Conseil mondial de l'eau. Un focus spécial doit être porté sur toute la région africaine. On en a parlé un peu à la COP21, mais ce n'était pas avec beaucoup d'insistance. C'est que les pays doivent ou devraient travailler avec des programmes. C'est-à-dire que le problème du climat ne doit pas être réglé d'un côté, puis le problème de l'eau de l'autre. Les deux problèmes doivent être résolus de manière simultanée, mais sous forme d'un ensemble de projets, mais pour un même but. Les problèmes d'eau et de climat doivent être résolus aussi dans le contexte d'une solidarité et d'une diplomatie inter-État. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du processus préparatoire de la COP22 qui se tiendra en novembre 2016 à Marrakech. Parmi les thématiques qui doivent être abordées lors de cette rencontre, il y a la vulnérabilité de l'eau au changement climatique ou encore l'alliance eau, énergie, sécurité alimentaire, santé et éducation. Le problème de l'eau, il n'est pas dissocié des problèmes d'énergie. Et quand on a fini de parler des problèmes d'eau et d'énergie, vous savez qu'on rentre dans la sécurité alimentaire. Après, nous abordons les questions de santé et d'éducation. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de programme, parce qu'à un moment donné, la COP22 aura une occasion, ça sera l'opportunité de pouvoir résoudre plusieurs problèmes qu'on a l'habitude d'utiliser de manière parcellaire, mais qu'on peut désormais résoudre de manière simultanée sur la base de grands programmes, mais qui vont nécessiter bien sûr la mise sur la table de grands financements, bien entendu. Cette table ronde vise à promouvoir les actions solidaires en faveur du climat sur le continent africain. En marge de cette rencontre, les projets pour lutter contre la pénurie d'eau en Afrique se multiplient. Le projet tunisien Eau 2050, relancé début juillet 2016, a reçu un don de plus de 1,3 million d'euros de la part de la Facilité africaine de l'eau. Un investissement pour gérer l'eau de manière équitable, durable et efficiente. Samuel, croyez-vous réellement que cette 22e édition en Afrique puisse permettre au continent de mieux porter sa voix ? Si cela ne va pas régler définitivement le problème, je pense que ce sera un événement important en termes de sensibilisation. Je pense que plus on multiplie des occasions de concertation, plus on attire l'attention des autorités et des populations. Je pense qu'il faut absolument maîtriser la pollution. La question de la pollution n'est pas simplement celle des principaux pollueurs. Je ne partage pas l'avis de ceux qui pensent que, puisque les principaux pollueurs, notamment les États-Unis et la Chine, ne respectent pas les conventions internationales en la matière, et pour cela, les États qui ne sont pas aussi développés industriellement puissent se permettre de se développer comme ils veulent. Je pense qu'il faut maîtriser ces outils et ce sera plutôt bon pour la société africaine. Gémal ? Je ne suis pas souvent en désaccord avec mon ami Samuel, mais là, on n'est absolument pas d'accord.
Si la voix africaine en 2016 pouvait porter mieux qu'elle ne l'a été en 2015, ce serait peut-être pas plus mal, parce qu'elle était totalement inaudible à la COP 21. Et donc si à la COP 22, alors qu'elle se tient sur le sol africain, elle pouvait être un peu plus entendue, j'en serais ravi. Cela dit, le continent africain est celui qui pollue le moins, c'est celui qui protège le plus. Les fleuves sont ceux qui sont les moins pollués sur Terre. Les forêts africaines, là, encore une fois, le globe terrestre repose sur 3 grandes forêts et celle du continent africain est la mieux protégée. Alors, demander à ceux qui protègent le mieux, qui polluent le moins, de faire plus d'efforts, alors que ceux qui polluent le plus et qui protègent le moins ne le font pas, c'est quand même une absurdité absolument remarquable. Tu me surprends totalement sur ce point-là, mon cher Samuel. On va passer au chiffre du jour, 3%, plus précisément 3,1%. C'est la hausse qui a été enregistrée en Algérie par la production industrielle du secteur public. Malik, je me tourne vers vous, une réaction ? Écoutez, au regard des montants engagés par l'État pour restructurer les entreprises industrielles publiques, c'est pas beaucoup, 3%. Le problème de l'Algérie, comme on le sait, c'est sa faible ouverture au privé. Et pourtant, le privé pourrait contribuer davantage à la croissance de l'industrie. Et Dieu sait que l'Algérie en a besoin pour diversifier son économie. La chance de l'Algérie, c'est d'avoir quand même une base industrielle, même si elle est vieillissante, d'avoir une base industrielle qui est née de la politique de Ouari Boumedienne dès son accession au pouvoir à la fin des années 60, qui a quand même développé un secteur industriel important, même s'il était dirigé vers les hydrocarbures. Il y a quand même cette base qui peut être quand même valorisée et qui pourrait justement faire de l'Algérie un géant économique si il y avait cette volonté politique de développer le secteur industriel privé. Le socialisme triomphant, c'est fini. Il faut revoir aussi certains codes. La loi 51-49 n'est plus d'actualité, celle qui impose à un partenaire étranger de s'allier avec un local algérien en étant minoritaire. Ce n'est plus d'actualité dans le monde où l'on vit. Et pourtant, Dieu sait que les potentialités économiques sont importantes dans ces secteurs-là. Oui, Gemal, il faut le rappeler, on parle de la production industrielle du secteur public. Malik a tellement bien dit et il connaît tellement bien les réalités algériennes qu'on n'a pas beaucoup de choses à rajouter. Je le pense aussi. C'est l'Algérie qui a tout pour que ça marche. Une main-d'œuvre jeune, des universités de bonne qualité, un capital humain assez important, des richesses colossales, un cash flow assez important. Si l'Algérie ne s'en sort pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et le problème quelque part, de mon point de vue, il est sur le 49-51, il est sur l'investissement, la misère de l'investissement privé, la force de l'État, la force de frappe de l'État, un colbertisme, alors même qu'on a rejeté Colbert en son temps. C'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que si en Algérie, on comprend enfin que le cadre juridique des investissements doit change, on a besoin de cela pour que la situation s'améliore. Si on a en Algérie, on comprend enfin que la fiscalité est une arme redoutable contre le développement économique et qu'il va falloir la faire évoluer un peu, on changera beaucoup de choses. Enfin, l'Algérie est un bijou, il a juste besoin d'être poli un peu. On va finir sur cette très belle phrase. Gemal, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Amira, ça fait un plaisir et bonne soirée à tous ceux qui nous regardent. Et merci à vous également Samuel. Merci Amira, bonsoir. Et merci à vous Malik. Merci Amira, c'est un plaisir, à très bientôt. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'African Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain en cette semaine consacrée à l'Union africaine.